Vous n'avez plus aucun droit ici. C'est moi qui décide de tout désormais. » Ces mots, lâchés par ma belle-fille Isabelle lors de la lecture du testament, ont retenti dans la pièce comme un coup de tonnerre. Je me suis figée dans ma chaise, incapable de détourner le regard. Ma belle-fille, celle que j'avais aidée à élever ses enfants, qui avait compté sur moi les soirs où elle devait travailler. Celle à qui j'avais ouvert ma maison, ma table, mon cœur. Et elle venait de m'effacer d'un seul souffle, froide, tranchante, implacable. Nous étions dans le cabinet d'un hôtel du centre-ville de Montréal. L'air sentait le bois ciré et l'encre fraîche. Dehors, la neige tombait silencieusement sur la rue Sainte-Catherine. Autour de la grande table, tous étaient vêtus de sombre, impeccable. Mon fils Marc n'osait pas me regarder. Il fixait ses mains crispées devant lui, comme s'il portait une honte muette. Le notaire, homme au visage sévère et aux lunettes dorées, parcourait les documents avec concentration, énumérant les biens de mon mari disparu, un appartement sur le plateau Mont-Royal, un chalet dans les Laurentides, des placements dans des fonds canadiens. Puis, soudain, lorsque la succession des comptes principaux et des biens immobiliers fut abordée, Isabelle se leva. Son corps droit, claquant sur le parquet. Elle prit la parole sans attendre, imposant ses mots comme une sentence. Marc et elle avaient pris toutes les dispositions légales pour que la gestion totale revienne désormais à son mari, seul héritier officiel. Aucun mot pour moi. Aucune reconnaissance pour mes 50 ans de mariage. Aucune mention des nuits à veiller son beau-père, haletant, incapable de respirer seul. Comme si je n'avais jamais existé. Personne n'osait croiser mon regard. Je me sentais étrangère dans cette pièce, étrangère à ma propre vie. Un poids écrasant serrait ma poitrine, mais je ne pleurais pas. Plus aucune larme ne voulait sortir. Je restais assise, droite, les mains jointes sur mes genoux. Dans ce silence lourd, un bruit inattendu rompit ma torpeur. Un rire. Le notaire. Un rire discret, presque imperceptible, mais qui résonnait avec cruauté dans l'air figé de la salle. Ses yeux pétillaient derrière ses lunettes alors qu'il levait la tête vers moi, un éclat presque moqueur. À ce moment précis, quelque chose en moi se fissura. Je ne me souviens plus très bien de la suite. Je me suis levée lentement. J'ai pris mon manteau et suis sortie dans la rue glaciale. Le vent de janvier m'a giflé et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti mes poumons se remplir d'air. Un air froid, mais libre. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai compris que quelque chose avait changé. Je n'étais plus la même femme. Je n'avais plus envie de supplier pour ce qui m'appartenait de droit. Je n'avais plus envie de baisser les yeux devant ceux qui m'humiliaient dans ma propre maison. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais déjà que je ne les laisserais pas gagner. Pas comme ça, pas sans me battre. Et vous, mes amis qui écoutez mon histoire aujourd'hui, dites-moi dans les commentaires d'où vous venez et partagez votre vécu. Je suis toujours là pour vous écouter. Peut-être avez-vous, vous aussi, un jour ressenti qu'on vous effaçait, comme un mot qu'on rature sur une page. Peut-être avez-vous, vous aussi, décidé un jour de vous relever. La nuit, en me glissant sous les draps, le sommeil ne vint pas tout de suite. Les mots d'Isabelle revenaient en boucle, « Vous n'avez plus aucun droit ici ». Je les répétais encore et encore pour ne jamais les oublier, car c'étaient ces mots qui allaient me donner la force d'écrire la suite de mon histoire. Cette fois, c'était moi qui tiendrais la plume. Le lendemain matin, je restai longtemps assise à la table de la cuisine, les mains autour d'une tasse de café que je ne buvais pas. La lumière grise de l'hiver s'infiltrait à travers les rideaux, traçant des ombres sur le carrelage froid. Je regardais cette maison, ma maison, chaque fissure sur les murs, chaque rideau que j'avais cousu à la main, chaque meuble que Patrick et moi avions choisi ensemble. Tout ici racontait notre histoire. Et pourtant, hier, ils en avaient parlé comme d'un simple inventaire, comme si je n'étais qu'une locataire de passage. Je ne pouvais m'empêcher de repenser à nos débuts à Montréal, à l'époque où nous n'avions presque rien. Patrick travaillait comme mécanicien dans un garage de la rue Saint-Laurent et moi, je faisais le ménage dans les bureaux du centre-ville. Nous nous étions rencontrés lors d'une fête de quartier à Outremont, un barbecue organisé par des amis communs. Il m'avait regardé ce soir-là avec des yeux si doux, légèrement rouges de fatigue ou d'émotion, je ne sais plus. Nous avions dansé sur un vieux disque de Charles Lazanour jusqu'à ce que la nuit tombe, enveloppant tout autour de nous d'une intimité fragile mais précieuse. Notre mariage fut simple, mais rempli de bonheur. Nous avions loué un petit appartement au dernier étage d'un triplex du Milan. Patrick avait promis qu'un jour, nous aurions notre propre maison. Il économisait chaque sou, travaillait des heures supplémentaires sans jamais se plaindre.
Les années modestes s'étaient écoulées ainsi, mais avec la certitude que nous construisions quelque chose de durable. Puis Marc est né, et ce jour reste gravé dans ma mémoire comme le plus beau de ma vie. Je me souviens encore de son cri dans la maternité, de la chaleur de son petit corps contre le mien. Patrick l'avait pris dans ses bras maladroitement, les larmes aux yeux, et j'avais senti tout son amour et sa fierté. Nous avons tout donné pour lui. Je continuais à travailler depuis la maison, cousant des rideaux pour les voisins, préparant des plats pour des traiteurs. Patrick s'épuisait au garage et réparait même des voitures le soir pour arrondir nos fins de mois. Finalement, nous avons pu acheter cette maison sur le plateau Mont-Royal. C'était une vieille bâtisse un peu délabrée, mais nous l'avons rénovée nous-mêmes. Patrick passait ses week-ends à repeindre les murs, à changer les planchers. De mon côté, je décorais chaque pièce, cousant de nouveaux rideaux, polissant la vaisselle, plantant des fleurs dans la petite cour arrière. Nous avons célébré tous les anniversaires de Marc ici, les Noëls en famille, les barbecues d'été avec les voisins. Puis, il y a 15 ans, Patrick a subi son premier infarctus. Sa santé a commencé à se détériorer et il a fallu réduire ses heures de travail. Chaque nuit, je veillais sur lui à l'hôpital lorsqu'il ne pouvait plus rentrer chez nous. J'ai appris à lui administrer ses médicaments, à soutenir ses jambes lorsqu'il ne sentait plus ses pieds. Je l'accompagnais à toutes ses séances de dialyse, le tenant lorsque sa faiblesse l'empêchait de marcher. Pendant ce temps, Marc grandissait et devenait avocat. Puis il a rencontré Isabelle. Je me rappelle encore leur premier dîner chez nous. Elle arborait ce sourire poli, un peu figé, et me regardait comme si j'étais déjà un objet dépassé dans leur futur. Pourtant, je n'ai rien dit. J'étais heureuse que Marc ait trouvé quelqu'un. Je leur ai ouvert ma maison, organisé un mariage digne d'un conte. J'ai gardé leurs enfants quand ils en ont eu. Et accepté de m'effacer pour qu'ils puissent construire leur propre vie. Puis hier, en entendant cette phrase, « Vous n'avez plus aucun droit ici. » Tous mes revenus, tous mes sacrifices. Toutes ces années où j'avais mis mes besoins de côté pour eux. Mon soudain semblait balayé. Je me suis sentie trahie comme jamais auparavant. Ce matin-là, seule dans la cuisine. J'ai posé ma tasse et fixé mon reflet dans la fenêtre. Je ne pouvais plus continuer à m'effacer. Pas après tout ça. Plus jamais. Les jours suivants, j'ai continué à jouer mon rôle. Je préparais le dîner comme si de rien n'était. Je rangeais la maison. Je souriais quand Marc ou Isabelle venaient chercher le courrier ou déposer les enfants pour un moment. Mais derrière ce sourire, une nouvelle fatigue s'installait. Plus profonde que celle que l'âge seul peut apporter. Une fatigue d'âme. Chaque geste quotidien était devenu une épreuve. Préparer le thé pour Isabelle lorsqu'elle venait signer ses papiers dans le salon. Écouter Marc parler des rénovations qu'il voulait entreprendre comme s'il possédait déjà les lieux. Ranger la salle à manger après qu'ils aient utilisé ma maison pour recevoir des collègues, sans jamais me consulter. Il s'adressait à moi comme si je n'existais pas, déguisant ses ordres en conseils. Tu devrais penser à libérer la chambre à l'étage. Elle servira pour le bureau d'Isabelle ou pour garder les enfants samedi soir, nous avons un dîner important. Et moi, je restais silencieuse, comme toujours. Je faisais exactement ce qu'ils demandaient. Je me levais plus tôt pour préparer la maison selon leurs besoins. Je cuisinais pour tout le monde. Je gardais mes petits-enfants lorsqu'ils me le demandaient, même les soirs où mes jambes tremblaient de douleur. Un soir, j'ai entendu Isabelle parler au téléphone dans le couloir. Sa voix était sèche et impatiente. Non, elle ne s'en rend même pas compte. Elle signe tout ce que je lui mets sous les yeux. D'ici un mois, ce sera réglé. Je me suis figée. Je n'ai plus bougé. Je retenais ma respiration. Elle riait doucement, comme on se moque d'une vieille dame naïve. J'ai reculé lentement. Je suis retournée dans ma chambre et me suis assise sur le bord du lit froid. J'ai repensé à tout ce qu'il m'avait fait subir ces derniers mois. Ces petites humiliations quotidiennes, ces regards condescendants, ces conversations sur l'avenir où je n'avais aucune place. Ils avaient envahi mon espace, s'étaient approprié mes souvenirs, mes meubles, mes murs, sans jamais un mot. Même mes petits-enfants, que j'avais bercés et emmenés au parc, commençaient à me parler comme si j'étais inutile. « Mamie, tu ne comprends pas ? Laisse faire maman. » J'avais cru que l'amour signifiait accepter tout. Qu'une mère ou une grand-mère devait toujours s'effacer pour laisser la place aux plus jeunes. Mais ce soir-là, assise dans ma chambre, j'ai compris qu'à continuer ainsi, il ne resterait rien de moi. Rien de ce que Patrick et moi avions construit. Rien de la femme que j'avais été. Et dans ce silence pesant, une certitude a surgi.
Il fallait que ça cesse. Le lendemain matin, je me suis levée plus tôt que d'habitude, déterminée à ne pas perdre le fil de cette pensée née la veille. Dans la cuisine, encore sombre, j'ai pris mon cahier à spirale, celui où je notais autrefois les courses et les anniversaires. Je me suis mise à écrire. Je voulais garder une trace de ce que j'avais entendu et vu, pour ne pas oublier et ne plus douter. Puis je me suis attaquée à mes papiers. J'ai retrouvé la vieille boîte en métal au fond de l'armoire, celle où Patrick rangeait nos documents importants. Le titre de propriété de la maison, les relevés de notre compte joint, le testament initial. Tout était encore là. Tout à mon nom. Je n'avais jamais cédé quoi que ce soit. Et pourtant, Isabelle se prétendait déjà gestionnaire de la maison. J'ai commencé à passer en revue les relevés bancaires récents. Il y avait des virements que je ne reconnaissais pas. Des signatures paraissaient maladroites, presque imitées. Sur l'un des formulaires, une procuration au bénéfice de Marc apparaissait. Datée de 2 mois plus tôt. Ma signature y figurait, mais je savais que je ne l'avais jamais apposée. Un froid glacial m'a parcouru. Ils avaient falsifié ma signature. Ils avaient osé. Je suis restée assise dans la lumière pâle du matin, les mains tremblantes, fixant la feuille comme si elle pouvait me répondre. Puis, au lieu de céder à la colère ou aux larmes, j'ai rangé les documents dans une chemise et glissé le tout dans mon sac. J'ai enfilé mon manteau et je suis sortie. Dans l'air glacé de Montréal, mes pas m'ont conduite jusqu'à l'étude notariale de la rue Sherbrooke, là où Patrick et moi avions signé notre testament ensemble. En entrant, la secrétaire m'a reconnue et m'a accueillie avec un sourire doux. Je lui ai expliqué calmement que j'avais besoin d'un rendez-vous urgent pour vérifier des documents suspects. Elle m'a fait asseoir dans la salle d'attente. Quelques minutes plus tard, le notaire est venu me chercher. Il a feuilleté attentivement les papiers que je lui ai remis, fronçant les sourcils. Puis il m'a regardé et j'ai vu dans ses yeux la même indignation que je ressentais. « Madame, ces documents ne sont pas valides ?» m'a-t-il dit d'une voix grave. « Et si vous le souhaitez, nous pouvons agir dès aujourd'hui pour sécuriser vos biens. » J'ai senti mes épaules se détendre légèrement. Je lui ai rendu un léger sourire. « Oui, ai-je simplement répondu, il est temps. » Ce jour-là, je suis rentrée chez moi plus droite, plus forte. Je savais que je venais de reprendre la main. Sans éclat, sans cri, mais dans l'ombre, j'avais commencé à préparer ma riposte. Et il ne s'y attendait pas. Le lendemain, à la première heure, je me suis rendue de nouveau à l'étude notariale. La neige tombait encore sur Montréal, recouvrant les trottoirs d'un tapis blanc et silencieux. Mais en moi, tout était clair et déterminé. J'avais passé la nuit à réfléchir, les yeux ouverts dans le noir, imaginant les visages de Marc et Isabelle lorsqu'ils comprendraient que leur manège prenait fin. Le notaire avait préparé tous les documents. En quelques signatures, j'ai mis mes biens à l'abri. La maison a été transférée dans un fiduciaire privé à mon nom exclusif, bloquant toute possibilité pour Marc et Isabelle d'agir sans mon consentement. J'ai également donné instruction de geler les comptes bancaires jusqu'à ce que la banque vérifie l'authenticité de chaque transaction récente. Puis nous avons rédigé une lettre formelle de mise en demeure adressée à mon fils et à ma belle-fille pour signaler l'irrégularité de leur démarche et les avertir de poursuites en cas de récidive. Tout s'est fait dans un silence studieux, seulement troublé par le froissement des feuilles et le crissement de ma plume sur le papier. En signant la dernière page, j'ai senti un poids quitter mes épaules. Le notaire a relevé la tête et m'a souri avec respect. « Vous avez bien fait, madame, » a-t-il dit doucement. « Vous avez agi au bon moment. » Je lui ai rendu son sourire sans un mot. Dans l'après-midi, un camion est venu récupérer une partie de mes affaires. Elle devait être transportée vers un petit appartement que j'avais loué discrètement à Côte-des-Neiges. Un lieu modeste, mais lumineux et accueillant. Ma retraite à moi. Je n'avais informé ni Marc ni Isabelle. J'ai quitté la maison sans faire de bruit. Je laissais derrière moi les murs glacés et le souvenir amer de leur avidité. Avant de refermer la porte pour la dernière fois, je me suis retournée et murmuré dans le silence du salon vide. Cette fois, c'est terminé. Le soir, dans mon nouveau chez-moi, j'ai ouvert les rideaux pour observer la ville qui s'endormait. J'ai préparé un thé et me suis installée dans le fauteuil près de la fenêtre. La lumière des lampadaires se reflétait sur la neige. Pour la première fois depuis longtemps, je respirais vraiment. Je n'avais besoin ni de crier, ni d'accuser, ni d'expliquer quoi que ce soit. J'avais simplement agi avec calme, avec méthode. Et désormais, tout m'appartenait de nouveau, moi comprise. Le lendemain à la première heure, je me suis rendue de nouveau à l'étude notariale.
La neige tombait encore sur Montréal, recouvrant les trottoirs d'un tapis blanc et silencieux. Mais en moi, tout était clair et déterminé. J'avais passé la nuit à réfléchir, les yeux ouverts dans l'obscurité, imaginant les visages de Marc et Isabelle lorsqu'ils réaliseraient que leur manège prenait fin. Le notaire avait préparé tous les documents. En quelques signatures, j'ai mis mes biens à l'abri. La maison a été transférée dans un fiduciaire privé à mon nom exclusif, empêchant toute action de Marc et Isabelle sans mon consentement. J'ai également donné instruction de geler les comptes bancaires jusqu'à ce que la banque vérifie l'authenticité de chaque opération récente. Ensuite, nous avons rédigé une lettre formelle de mise en demeure adressée à mon fils et à ma belle-fille pour signaler l'irrégularité de leur démarche et les avertir de poursuites en cas de récidive. Tout s'est déroulé dans un silence concentré, seulement perturbé par le froissement des feuilles et le crissement de ma plume sur le papier. En signant la dernière page, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Le notaire a relevé la tête et m'a souri avec respect. « Vous avez bien fait, madame, a-t-il dit doucement. Vous avez agi au bon moment. » Je lui ai rendu son sourire sans prononcer un mot. Dans l'après-midi, un camion est venu chercher une partie de mes affaires. Elle devait être déposée dans un petit appartement que j'avais loué discrètement à Côte-des-Neiges. Un endroit modeste, mais lumineux et accueillant. Ma retraite à moi. Je n'avais prévenu ni Marc ni Isabelle. J'ai quitté la maison sans un bruit. Je laissais derrière moi les murs froids et le souvenir amer de leur avidité. Avant de refermer la porte pour la dernière fois, je me suis retournée et murmuré dans le silence du salon vide. Cette fois, c'est terminé. Le soir, dans mon nouveau chez-moi, j'ai ouvert les rideaux pour observer la ville s'endormir. J'ai préparé un thé et me suis installée dans le fauteuil près de la fenêtre. La lumière des lampadaires se reflétait sur la neige. Pour la première fois depuis longtemps, je respirais vraiment. Je n'avais pas besoin de crier, ni d'accuser, ni même d'expliquer quoi que ce soit. J'avais simplement agi avec calme, avec méthode. Et désormais, tout m'appartenait de nouveau, moi comprise. Aujourd'hui, le froid sec de Montréal m'accompagne tandis que je marche lentement le long du parc Laurier, le col relevé pour protéger ma gorge. La neige craque sous mes pas et, pour la première fois depuis des mois, je me sens légère. Cela fait maintenant plusieurs semaines qu'ils n'ont plus donné signe de vie. Ni Marc, ni Isabelle. Peut-être par fierté, peut-être par honte, je ne sais pas et je n'ai pas cherché à comprendre. Je les ai laissés derrière moi comme on referme un livre que l'on a trop longtemps tenté de relire sans jamais y trouver de sens. Dans mon appartement de Côte-des-Neiges, j'ai retrouvé une paix simple. Le matin, je prépare mon café et le savoure lentement devant la fenêtre, en observant les enfants en manteau rouge courir vers l'école. Je replante des géraniums sur le rebord et je fais mes courses sans me presser. Plus personne ne me presse. Plus personne ne m'impose ce que je dois céder ou supporter. Je n'ai pas revu la maison du plateau Mont-Royal. Je n'en ai plus besoin. Elle vit désormais dans mes souvenirs, dans les rires de Patrick, dans les premières bougies d'anniversaire de Marc, dans les hivers passés à décorer le sapin dans le salon. Cela me suffit. Certains jours, je repense à tout ce qui s'est passé, la trahison, les humiliations, les signatures falsifiées. Et je me dis que j'aurais peut-être pu tout laisser passer, que j'aurais pu continuer à fermer les yeux pour ne pas perturber la paix familiale. Mais je ne regrette pas d'avoir choisi autrement. En vérité, je ne regrette rien. En agissant, je me suis retrouvée. Et cela, personne ne pourra jamais me l'ôter. À celles et ceux qui écoutent mon histoire, je voudrais dire ceci, n'ayez pas peur de vous lever tard. N'ayez pas peur de dire non, même à ceux que vous aimez. Et n'ayez pas peur de vous choisir, vous enfin, car le silence peut aussi être une forme de justice. Et dans ce silence retrouvé, j'ai compris que je n'avais jamais été plus vivante qu'à cet instant.